Bienvenue si vous nous rejoignez sur Médian TV. Le roi Mohamed VI a donné ses orientations en vue du lancement dans les prochaines semaines d'une opération massive de vaccination contre le Covid-19. Et pour en parler ce matin, nous joignons en direct depuis Casablanca le professeur Jafar Ekel. Il est épidémiologiste et spécialiste des maladies infectieuses. Bonjour professeur. Bonjour. Alors tout d'abord, que pensez-vous de cette initiative royale ? Écoutez, moi je suis heureux et fier pour mon pays. C'est une initiative royale dans tous les sens donc du terme, et c'est important pour la population marocaine et pour nous en tant que professionnels de santé qui sont en première ligne. C'est une stratégie de prévention primaire extrêmement importante et cruciale au vu de la dynamique épidémique actuelle. On aimerait savoir comment va se dérouler cette opération, tant sur les plans sanitaires, logistiques que techniques. Et aussi par ailleurs, est-ce que ce serait un vaccin en une seule prise, comme on a l'habitude de le voir avec des rappels et tout, ou alors ce serait un tout autre mode d'administration ? Écoutez, d'abord, je pense qu'il y a une commission nationale où il y a plusieurs départements, et en particulier celui des services de santé des forces armées royales, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Santé, donc différents départements très très importants pour ce qu'on appelle la logistique opérationnelle sur le terrain. Ils ont l'habitude de maîtriser ce genre d'opération parce que je vous rappelle que c'est une vaccination de masse populationnelle, donc qui nécessite énormément de moyens, une logistique, une coordination extrêmement cruciale parce qu'elle concerne le milieu urbain, le milieu rural, les zones difficiles d'accès et différents types donc de populations. D'abord, comme vous le savez, ce seront les populations qui ont été choisies comme étant des populations stratégiques ou vulnérables, à savoir par exemple les professionnels de santé, les agents d'autorité, les enseignants, les personnes âgées, les personnes porteuses donc d'une maladie chronique, et ce sont donc par étapes et de façon stratégique avec des populations cibles bien donc déterminées, et donc cela prendra probablement quelques semaines parce que c'est énorme donc de vacciner autant de personnes en une seule fois. Je pense que le Maroc est capable de relever un tel défi. Il faudra mobiliser les ressources humaines des professionnels de santé publics et du privé. Je pense que ça, la commission a dû y penser, et que probablement, encore une fois, et je parle au conditionnel parce qu'il y a des commissions techniques et scientifiques de la vaccination qui ont travaillé sur le sujet, probablement en 2 doses, mais encore une fois, ça sera à la commission donc de décider, et je crois qu'au contraire, nous aurons probablement donc des éléments extrêmement donc positifs dans les prochaines semaines en matière donc de résultats de cette campagne donc de vaccination. Dites-nous, professeur, à partir de quel âge est-ce qu'on a droit à se faire vacciner contre le Covid-19 ? En d'autres termes, est-ce que les enfants sont intéressés par ce vaccin ? Écoutez, dans la première stratégie de ce que nous connaissons donc de la commission, la première stratégie, c'est de vacciner les personnes qui ont au-delà donc de 18 ans pour des raisons très simples, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les enfants, et partout dans le monde, y compris dans le contexte marocain, et nous avons les données, les enfants sont porteurs évidemment donc du virus, sont transmetteurs potentiels, mais développent beaucoup moins la maladie en tant que symptôme de façon importante et développent moins les complications, et c'est pour ça que dans une première phase, probablement on s'intéressera aux personnes qui ont les plus de 18 ans, mais tout en maintenant évidemment toutes les autres mesures importantes qui protègent nos enfants et qui protègent les autres, les adultes et les personnes âgées, à savoir les mesures barrières que nous connaissions, la distanciation physique, le port du masque, le lavage régulier des mains, et que probablement il y aura dans une autre phase toute une réflexion à propos donc des enfants et des adolescents. Professeur, pour pousser un peu plus la curiosité, est-ce que vous pouvez nous donner une estimation du coût de cette campagne qui s'étend, on le sait, sur l'ensemble de la population et non sur une seule frange de la population ? À combien s'élève voilà. Honnêtement, je n'ai pas d'idée, mais je peux vous dire que en termes donc de résultats attendus, le bénéfice est largement au-dessus donc du coût. C'est-à-dire que lorsqu'on fait une stratégie thérapeutique ou une stratégie de vaccinologie en matière de vaccination donc de masse dans un pays, et le Maroc va être un exemple, je pense aussi bien pour l'Afrique que pour d'autres pays. Si je peux ainsi m'exprimer, ça en vaut la peine. C'est-à-dire que au vu des résultats,
au vu de l'efficience, au vu de l'objectif donc de stopper et d'infléchir la dynamique épidémique et de stopper donc cette pandémie, le coût de la vaccination n'a pas d'importance, j'allais dire, d'un point de vue donc du bénéfice. Évidemment, chaque action a un coût, un prix à payer, mais je crois que le gouvernement, suite aux instructions royales, mettra les moyens nécessaires, mais quels que soient ces moyens, au vu des résultats attendus, ça en vaut largement la peine. C'est vrai que le gouvernement a prévu de mettre des moyens en place pour cette opération, mais la question que plus d'un se pose, c'est quelle est la part pécuniaire qui revient au citoyen lambda qui veut se faire vacciner ou qui doit se faire vacciner? Écoutez, moi je crois encore une fois, et je parle au conditionnel parce que je n'ai pas les éléments financiers en ma possession. Ce que je sais, c'est que les personnes qui n'ont pas les moyens, ou les personnes, ce qu'on appelle donc par exemple les ramidistes, ou les personnes qui n'ont pas de moyens financiers, eh bien il y aura une manne budgétaire qui sera réservée par le gouvernement marocain pour pouvoir prendre en charge les personnes qui n'ont pas l'accès financier, l'accès et géographique et sur beaucoup donc de paramètres, mais l'accès financier sera un enjeu majeur, et je pense que le gouvernement a réfléchi parce qu'il est crucial et fondamental que les personnes qui n'ont pas de moyens, les personnes qui sont dans les zones enclavées en milieu rural, c'est-à-dire ce qu'on appelle les personnes vulnérables d'un point de vue donc économique, puissent avoir accès à ce vaccin. Et je n'ai pas de doute, en tout cas je n'ai pas d'éléments en ma possession, mais je n'ai pas de doute que le gouvernement a réfléchi à cet aspect, parce que pour réussir cette vaccination de masse, il faut, comme son nom l'indique, qu'elle touche le maximum donc de citoyens marocains, le maximum donc de population cible, parce que l'objectif final, c'est de stopper et d'infléchir la courbe épidémique de la Covid-19 dans le contexte marocain, et qui sera également, je le rappelle, un exemple extrêmement intéressant d'un point de vue épidémiologique et d'un point de vue ensuite de mesure de l'efficience des politiques publiques en matière de santé pour d'autres pays, et en particulier nos amis et frères africains, mais également sur d'autres continents qui pourraient suivre l'exemple marocain. Professeur Jaffa, dites-nous, enjeux et défis de la vaccination anti-Covid-19 au Maroc. Écoutez, l'enjeu et le défi, je crois que le Maroc a l'habitude de grands défis nationaux, et je crois qu'aujourd'hui c'est la logistique, et c'est pour ça que nos équipes, j'allais dire multidisciplinaires, et en particulier les forces armées royales, le service de santé des forces armées royales, le ministère de l'Intérieur, les autorités publiques, les compétences du ministère donc de la Santé, l'implication du secteur privé qui, à mon sens, est fondamental. Et nous allons avoir un enjeu de vacciner en même temps et en un temps record, ça il ne faut pas l'oublier, des millions donc de personnes, tout en communiquant, tout en expliquant, et surtout en faisant ce qu'on appelle de la vaccino-surveillance, c'est-à-dire pour voir également donc les effets à court et à moyen terme qui devraient être extrêmement donc favorables au vu des résultats donc de la phase 3 déjà obtenus dans le contexte marocain. Et c'est ça l'enjeu et les défis majeurs pour nous. Il faudrait que la courbe épidémique soit totalement infléchie dans les prochaines semaines, ou voire en tout cas plutôt dans les 3 prochains mois, et ce que je souhaite fortement en tant que médecin et en tant que citoyen marocain. C'est une campagne, professeur, qui devrait donc débuter à la mi-novembre ce mois-ci. Et nous l'avons appris aussi depuis hier, un laboratoire américain affirme que son candidat vaccin serait efficace à 90% contre le Covid-19. Quel est d'abord votre avis sur ce vaccin américain, et est-ce qu'il s'agit de celui qui sera administré aux citoyens du Royaume? Écoutez, je pense qu'il y a plusieurs candidats. Je pense que le Maroc aussi a très bien fait les choses. Vous savez bien, le Maroc a d'abord travaillé avec le vaccin chinois. Le vaccin russe également n'est pas exclu par les autorités marocaines. Et s'il y a un troisième candidat qui pourrait également, bien sûr, eu égard à ses résultats, eu égard à son innocuité, eu égard à sa disponibilité, sa accessibilité, je pense qu'au contraire, c'est une très bonne stratégie de l'État marocain de diversifier non seulement ses sources d'approvisionnement, mais en même temps l'efficience donc de différents types de vaccins, parce que les vaccins ont tout simplement des modalités donc d'action ou des modalités, j'allais dire, d'efficience qui sont différentes, tout en gardant un résultat identique. Et je crois que ce serait une très bonne chose
pour le Maroc. Le Maroc a choisi au départ d'abord de partir avec des essais en phase 3 avec un vaccin chinois. Aujourd'hui, il y a d'autres candidats qui sont peut-être disponibles également pour que l'État marocain puisse les utiliser. Je ne sais pas quelle sera la stratégie finale, mais dans tous les cas, ce qui est crucial et fondamental, c'est que les Marocains vont être vaccinés de façon massive avec le candidat qui a donné les meilleurs résultats, qui a la meilleure innocuité, qui a le moins d'effets indésirables potentiels et qui aurait les meilleurs résultats. Et je crois que ceci, c'est ce qu'il faut retenir de cette décision royale qui à mon sens, est historique d'un point de vue de santé publique et d'un point de vue épidémiologique. Aujourd'hui, professeur, 9 mois après la déclaration du premier cas de coronavirus au Maroc, quel est l'état, quel est le tableau que présente la situation épidémiologique du Royaume ? Écoutez, la situation épidémiologique du Royaume a évolué en plusieurs phases, en tout cas deux grandes phases, une phase du 10 mars jusqu'au 10 juin et ensuite, après le déconfinement, une deuxième phase. Dans cette dernière phase, nous avons observé au minimum 3 choses importantes. D'abord, avec un même niveau de dépistage qui est aux alentours de 23 à 25 000 tests par jour, une augmentation extrêmement importante, exponentielle du nombre de cas incidents et une augmentation également du nombre de cas compliqués et du nombre donc de décès, mais en chiffres bruts. Mais le Maroc a réussi à maintenir, et même après le déconfinement, des niveaux de létalité qui sont parmi les plus bas au monde, inférieurs à 2%, je vous rappelle qu'on est à 1,7%, des niveaux donc de gravité de cas graves par rapport au nombre de cas sous supervision médicale aux alentours de 2%, et puis le nombre de personnes intubées ventilées, c'est-à-dire qui nécessitent une respiration artificielle par rapport aux cas graves, qui reste aux alentours un peu moins donc de 20%, qui sont des indicateurs de gravité qui restent stables. Néanmoins, la problématique dans cette deuxième phase, et c'est pour ça que la stratégie vaccinale aujourd'hui est crucial pour nous, c'est qu'il y a une accélération, une rapidité de transmission donc du virus, c'est qu'il risque de toucher les populations les plus vulnérables, les sujets âgés et les personnes porteuses donc d'une maladie chronique, et c'est également une population qui, au fur et à mesure avec le temps, arrive en retard dans la prise en charge, avec déjà une phase très symptomatique et des cas compliqués, ce qui explique la difficulté pour nous et pour nos collègues réanimateurs de prendre en charge donc les cas de la façon la plus optimale parce qu'ils arrivent en retard. Et cette phase qui est une phase, donc j'allais dire d'accélération de circulation du virus dans la population, adjointe à une saisonnalité des autres virus grippaux, c'est-à-dire donc la grippe classique saisonnière, avec donc l'hiver qui arrive, expose encore plus et de façon encore plus aiguë et critique les populations vulnérables qui sont les personnes âgées et les personnes porteuses d'une maladie chronique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, encore une fois, au-delà des mesures barrières qu'il faut maintenir et qui sont cruciales, la vaccination va venir comme élément stratégique pour pouvoir infléchir, voire stopper la dynamique épidémique actuelle. C'est ce que nous souhaitons et que j'espère dans les prochaines semaines, un maximum de personnes pourront être vaccinées et donc nous allons observer, et je crois que c'est important pour nous en tant que spécialistes de santé publique et en épidémiologie, d'observer des résultats extrêmement favorables suite à la vaccination donc de masse au Maroc, et probablement le Maroc, encore une fois, sera un cas d'école en matière de santé publique et d'épidémiologie. Professeur, on le voit depuis quelques semaines, les chiffres grimpent, les chiffres continuent d'être plus importants chaque jour. Le Maroc fait donc face à une deuxième vague de contamination. Alors en attendant le lancement effectif de la campagne de vaccination, selon vous, comment peut-on gérer de façon plus efficace cette situation? Ou plus simplement, que faut-il faire pour barrer la route au coronavirus dans le Royaume? Je crois qu'il y a deux niveaux de réflexion et d'action opérationnelle. Le premier niveau, c'est de continuer de façon extrêmement importante à dépister, isoler et prendre en charge donc les patients de façon extrêmement précoce, parce que si vous les prenez de façon précoce, ils continueront pas à transmettre à d'autres personnes et ils vont se négativer de façon rapide et ne pas transmettre donc le virus. La deuxième action cruciale, c'est encore une fois
communiquer au maximum et expliquer l'intérêt donc des mesures barrières, comme aujourd'hui les meilleurs bénéfices risques contre donc la Covid-19, c'est-à-dire, je rappelle l'importance de la distanciation physique. Il faut que nous ayons tous une responsabilité donc collective, donc d'adopter cette distanciation, d'adopter donc le port de masque, de se laver les mains donc régulièrement et de façon fréquente. Et encore une fois, d'adopter cette stratégie également avec les enfants et avec les adolescents pour leur apprendre à vivre à côté donc du virus, en le surveillant, en étant vigilant, parce que nous n'avons pas pour l'instant sur le plan opérationnel de meilleures mesures, et c'est pour ça que en attendant la mise en place dans les prochains jours, donc je le souhaite, ou les prochaines semaines, la campagne sur le terrain donc de vaccination, il faut rester prudent, il faut rester vigilant, parce que c'est à mon sens le seul moyen d'éviter des nouveaux cas et surtout d'éviter malheureusement les complications et un certain nombre donc de décès. Mais je rappelle encore une fois, même s'il faut rester prudent et extrêmement donc vigilant, le Maroc, de façon générale et par rapport aux indicateurs donc de gravité, nous restons dans des normes qui sont extrêmement correctes et extrêmement acceptables par la communauté internationale par rapport aux décisions et aux stratégies adoptées par le Royaume du Maroc. Professeur, est-ce que vous confirmez que le coronavirus, le virus se trouve dans l'air, ou alors c'est seulement des fake news pour attiser la psychose? Est-ce que le virus se trouve vraiment dans l'air? Je crois qu'il faut éviter donc la psychose. Je dis la prudence, oui, le principe de précaution, oui, et la psychose, non, ça n'a aucun intérêt. D'ailleurs, la psychose, c'est ce qui, au contraire, entraîne des comportements à risque, et il faut absolument les éviter. Nous savons que le virus peut se trouver dans des micro-gouttelettes en suspension dans l'air et dans des aérosols également. C'est pour ça qu'il faut éviter de rester ensemble dans des endroits confinés, qu'il faut aérer donc le maximum, et c'est pour ça que dans certains endroits clos, mais qui sont publics, où il y a plusieurs personnes qui se regroupent, y compris dans les foyers familiaux, il faut absolument continuer donc à porter donc le masque si nous ne respectons pas la distanciation physique. Mais le virus n'est pas en circulation de façon permanente dans l'air. Il peut être présent effectivement dans des micro-gouttelettes ou dans des aérosols, mais il suffit simplement d'adopter donc des mesures donc d'hygiène classiques que nous connaissons pour absolument éviter donc d'être contaminés. Et nous le voyons aujourd'hui, il faut faire attention également aux foyers familiaux qui constituent une bonne partie aujourd'hui donc de la dynamique épidémique que nous observons dans le contexte marocain, et particulièrement dans des grandes villes où la densité populationnelle, les comportements humains, les flux populationnels jouent un rôle, et qui expliquent pourquoi dans certaines villes il y a beaucoup plus de cas que dans d'autres. Merci infiniment, professeur Jafar Ekel, pour cet éclairage, pour toutes ces informations. Et je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes professeur en médecine et épidémiologie, spécialiste en maladies infectieuses et santé publique. Et avec vous, nous parlions ce matin des hautes orientations royales en vue du lancement dans les prochaines semaines d'une opération massive de vaccination contre le Covid-19. Merci, professeur. Merci. Et c'est la fin de l'invité de la rédaction. Je vous retrouve dans quelques instants pour d'autres informations.